Grégoire Favet. Situation de tension critique, peut-être même sur les matières premières agricoles. Xavier Leblanc, vous allez nous le dire, vous êtes directeur général délégué de Prime Finance, donc spécialiste des matières premières en tout genre et notamment des matières premières agricoles. Je regardais, là, il y a l'agence météo américaine ce matin qui nous annonçait que les États-Unis vivaient leur pire sécheresse depuis 56 ans et notamment dans tous ces États producteurs de maïs, hein, c'est ce qu'on appelle la Corn Belt aux États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, sur ces matières premières agricoles, on est sur des tensions critiques pour nous, pour la planète, pour les industriels, Xavier Leblanc? Alors, effectivement, tout est parti des États-Unis. Hein, vous avez raison de le souligner. C'est la Corn Belt qui est complètement visée. Il faut savoir que la production de maïs aux États-Unis est très concentrée à un endroit assez précis. Alors c'est relativement grand, mais à l'échelle des États-Unis, ça reste un petit endroit. Donc mécaniquement, quand on a un impact sur cette région, eh bien ça a manifestement un impact très fort sur la récolte de maïs. Mais il faut surtout savoir qu'aux États-Unis, eh bien c'est 50% des exportations mondiales de maïs. Et c'est cet élément clé qui fait aujourd'hui un impact extrêmement fort sur l'ensemble des cours des céréales. Puisque si les États-Unis sont touchés, on n'a pas d'exportation suffisante de maïs et il n'y a pas beaucoup de solutions pour pouvoir compenser. Alors il faut savoir qu'aux États-Unis, on avait des stocks de maïs qui étaient déjà relativement faibles. Les annonces du département de l'agriculture américain étaient assez optimistes pour l'année. Donc on l'avait déjà souligné sur votre plateau à plusieurs reprises. On était surpris de ces estimations qui nous paraissaient très favorables. Il fallait augmenter les surfaces, augmenter le rendement. Donc il y avait quand même une alerte de ce côté-là que beaucoup d'ailleurs avaient souligné. Et malheureusement, on tombe dans ce phénomène qui est exactement inverse, à savoir que on a une sécheresse absolument dramatique aux États-Unis, un stress hydrique qui est terrible. Alors on parle aujourd'hui d'adversité climatique généralisée, puisque malheureusement en plus ça touche le monde entier. Et là, on a un phénomène de contagion qui se fait sur d'autres céréales, puisque également toute la zone mer Noire, donc la Russie, l'Ukraine, le Kazakhstan sont aujourd'hui touchés. Mais eux sur leur récolte plutôt de blé et également de colza, et donc on a vraiment tout le complexe céréalier aujourd'hui qui a tendance à grimper de manière très significative. Et ça veut dire justement en termes de prix, on est sur pour le maïs, le blé qui sont les produits les plus traités, le soja aussi, on est sur des progressions en un mois qui sont de l'ordre de 30, 40%. Hein, tout à fait, oui. Sur le maïs, on prend plus de 40% quasiment. Alors sur le maïs, il faut savoir qu'on atteint quasiment les plus hauts jamais vus. On est tout proche des $8 le boisseau. Si on franchit ces $8, après on rentre un peu dans des terrains inconnus. C'est assez nouveau. Bon, malgré tout, il est évident que quand les prix montent, vous avez à un moment ou à un autre un rationnement de la demande, qui soit volontaire ou pas d'ailleurs, hein, parce que malheureusement là on rentre dans de l'alimentaire. Mais il faut quand même voir qu'aujourd'hui le maïs aux États-Unis, je parlais tout à l'heure de très forte exportation, mais c'est également extrêmement consommé par toute la filière éthanol. Bien sûr. C'est quasiment 40% aujourd'hui de la production qui part vers l'éthanol. Donc il y a moyen certainement d'agir de ce côté-là. Aujourd'hui, les marges de toute l'industrie de l'éthanol sont en train de s'écraser littéralement, bien entendu, du fait de la hausse des prix du maïs. On a même quasiment des marges négatives. Donc il y a 40% de la production américaine va pour la filière éthanol. Absolument. De maïs, hein. Donc oui, de maïs. Tout à fait. Il y a une autre grosse partie qui va partir pour tout ce qui est fabrication d'alimentation du bétail. Donc vous allez avoir tout le débat qui est est-ce qu'il faut privilégier bien entendu l'alimentation humaine au détriment de l'alimentation animale ou l'inverse. Donc ça va certainement également avoir un impact très fort sur toute l'industrie, bien entendu pour les animaux, tout le bétail, mais c'est le cas également en Europe. Hein. En revanche, la question, on peut la poser très clairement aujourd'hui, on se demande qui achète. Aujourd'hui, les industriels, les meuniers, toute la filière, on va dire, physique, n'est plus à l'achat sur les cours actuels, que ce soit sur le maïs, sur le blé. Des mouvements spéculatifs. Oui, alors c'est ce que vous voulez dire, c'est systématiquement des mouvements spéculatifs, puisque quelle que soit la personne qui va retenir, je dirais, son stock, c'est bien dans un esprit de spéculation. Alors on parle souvent de la spéculation plutôt financière. Il faut bien voir que ça se passe également au niveau de la filière, c'est entendu et c'est naturel. Quand vous voyez une situation de tension, il est très naturel que certains intermédiaires ou même certains producteurs retiennent un petit peu leur production et attendent de voir comment ça va se passer avant de, bien entendu, revendre la totalité de leur récolte. Est-ce que la météo du moment, enfin déjà obère déjà les prochaines récoltes. Vous voyez ce que je veux dire? J'imagine qu'on va avoir bientôt de nouvelles mises en culture, peut-être dans les prochains jours d'ailleurs ou les prochaines semaines aux États-Unis. Est-ce qu'on sait déjà que la prochaine récolte ne sera pas bonne?
Alors pour ce qui est de la campagne 2012, on va dire, 2012-2013, ça s'annonce effectivement moyen. Alors d'un autre côté, on avait des espoirs qui étaient très importants. Donc c'est surtout des révisions à la baisse. Pour l'instant, il y a possibilité, bien entendu, de rationnement au niveau de la demande. Donc c'est ce qu'on va évaluer et voir dans les semaines à venir. Mais vous pouvez toujours avoir une poursuite d'une dégradation de l'offre. Et ça, on ne la maîtrise pas. On reste dans une situation climatique extrêmement tendue aux États-Unis. Si on revoit à nouveau les rendements à la baisse, même si ça nous paraît vraiment déjà bien anticipé, eh bien on peut encore avoir un rationnement de l'offre, cette fois-ci une dégradation de l'offre. C'est pareil pour toute la région mer Noire avec la Russie, qui a déjà annoncé que manifestement son blé serait bien, enfin en tout cas la capacité à l'exportation serait bien plus faible que prévu. Donc tous ces éléments, bien entendu, peuvent continuer à peser. Malgré tout, nous on pense qu'il y a une grosse partie tout de même des peurs qui sont dans les cours aujourd'hui et qu'on devrait arriver tout de même à un certain plafond. Si c'est pas le cas, on risque de rentrer dans une période qui sera vraiment délicate. Et on le sait, on l'a déjà vu auparavant. On a eu des crises très importantes en Afrique du Nord, consécutivement à la hausse. Oui, parce que c'est ça, rationnement de la demande, derrière, ça veut dire risques sociaux et émeutes de la faim. Hein. Absolument. Alors, c'est ce qu'on avait vécu en 2008. Hein. Oui, et puis même plus récemment, bien entendu, avec le printemps arabe. Alors la seule bonne nouvelle, je dirais, dans tout ça, dans tous les éléments qu'on vous donne, c'est que pour l'instant, le prix du riz, lui, n'a pas été du tout confronté au même type de flambée. Donc il faut quand même savoir que le riz, c'est 50-55% de l'alimentation humaine actuellement aujourd'hui dans le monde. Donc ça, c'est plutôt un bon point de ce côté-là, puisqu'en 2007, c'était plutôt le riz dont on avait beaucoup parlé, même si c'était pas toujours pour les bonnes raisons. On en reviendra dans une prochaine émission. Mais en l'occurrence, ça, c'est un point important que je souhaitais souligner. On a vu cette flambée des prix là sur quelques semaines très importantes. Est-ce que les choses peuvent aller vite aussi dans l'autre sens? Vous avez parlé de ces conditions, ce stress hydrique aux États-Unis. Est-ce que de la pluie là dans les prochains jours peut améliorer ou en tout cas infléchir un petit peu la situation sur la campagne 2012-2013 par exemple? Oui, sans aucun doute. Alors sur le blé, il y a une bonne partie qui a déjà été faite, mais sur le blé, ça va à peu près. Les conditions sont pas dramatiques. C'est surtout sur le maïs. Donc d'abord des pluies pour effectivement. Parce qu'on n'est pas sur les mêmes terres de culture, on n'est pas sur les mêmes périodes. C'est-à-dire que le maïs se récolte un petit peu plus tard, et ensuite on va avoir autre chose dont on a relativement peu parlé pour le moment, c'est le soja, puisque le soja arrive encore un petit peu après le maïs. Et là, on a également une situation de tension qui est très importante, où on a une offre qui va être vraiment réduite, avec une demande qui est toujours très significative de la part des pays asiatiques, en particulier de la Chine, qui consomme du soja de manière extrêmement importante. Alimentation de base aussi, hein, on imagine. Tout à fait, et puis toute l'industrie, on a besoin d'huile, énormément d'huile pour toute l'industrie, donc on a une importance vraiment stratégique du soja pour la Chine, et une demande donc qui ne fait que croître, et une offre qui pourrait se réduire. Donc bien entendu que si le climat s'arrange dans les semaines à venir, eh bien on aura des effets bénéfiques sur ces cultures, et à ce moment-là peut-être une consolidation au niveau des prix, mais bon, ça risque de rester élevé encore quelques temps. Nous on estime avec notre conseiller Agritel que jusqu'à septembre on va dire les intervenants peuvent tenir. Si ça dure jusque là, après ça va être compliqué tout de même. Le problème, c'est qu'on a quand même, on peut finir là-dessus, on a des pays exportateurs, vous l'avez dit, comme les États, qui n'arrivent pas à reconstituer leur stock. C'est-à-dire qu'on reste sur des périodes de stock sans arrêt faible, et on est en proie à la moindre tension comme ça sur les cultures, quoi. Ah oui, absolument. Alors c'est le cas depuis déjà un certain temps. On a eu des périodes très favorables, probablement on s'en était pas rendu compte au niveau météo. Et on s'était habitué à ces périodes un peu fabuleuses. Et puis après, il faut bien voir qu'aussi en Europe et aux États-Unis, on a eu des agricultures qui ont été très soutenues. Et on a donc eu une visibilité peut-être un peu cachée, je dirais, de la situation du marché. Quelque chose de biaisé. Un petit peu, alors qui était peut-être dans le bon sens, puisque aujourd'hui on peut le dire qu'en France, même en Europe, on a une agriculture qui se porte plutôt bien, et on a une capacité en tout cas à avoir une belle agriculture. Mais malgré tout, eh bien, il y a certaines choses qui ont été cachées. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est peut-être pas aussi bien équilibré, et surtout qu'on a manqué, sans aucun doute, d'investissement au niveau mondial dans ce secteur. Merci beaucoup Xavier Leblanc d'avoir été avec nous ce matin sur BFM Business, directeur général délégué de Prime Finance.